Notions-là ont été identifiées en français. Et donc, et puis l'anglais, j'ai eu évidemment des cours d'anglais 1 heure par semaine à l'école, comme tout le monde au Québec. Mais après, j'ai fait un cours de traduction. Mais dans le cours de traduction, on s'attendait à ce que je maîtrise déjà l'anglais. Mais je ne maîtrisais pas l'anglais. Donc, ça allait très mal. J'avais beaucoup de zéros. Et l'anglais, ben, je l'ai appris surtout après, quand j'étais avocate. Donc, je suis capable d'écrire un contrat en anglais plus rapidement qu'en français parce que je l'ai appris en anglais. Et parce que je faisais au début du droit corporatif, donc c'était écrire des contrats de rupture. Ben, je veux dire, un contrat entre deux parties ou deux compagnies, c'est en fait un roman de rupture. On prévoit toutes les situations où ils seront en désaccord. Et s'ils sont en désaccord, qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle la dispute. Et pour moi, encore aujourd'hui, je trouve que les contrats sont très beaux à lire. Je sais que je pourrais jamais vous convaincre d'aller chercher un contrat entre deux compagnies de lire, mais c'est tellement intéressant parce que vous voyez toutes les possibilités. Et quand le contrat est bien fait, il n'y aura pas de rupture parce qu'on a déjà tout prévu. Hein? Et surtout, la langue juridique a un rythme en soi. Vous voyez, il y a une musicalité, une terminologie qui est très spécifique à la langue juridique et ça se répète beaucoup. Pas ça se répète, mais il y a un rythme. Les phrases sont courtes, sont précises, concises. Oui, on répète beaucoup herein, under, herein, mention et tout ça, mais en même temps, c'est ça qui est la musique derrière, presque le rythme qui soutient le texte. Et donc, la prochaine fois que vous tombez sur un texte, un contrat, lisez-le, vous allez voir. Et surtout, lisez-le à voix haute. Vous allez voir que c'est vraiment, on pourrait presque rapper faire du rap avec un contrat. Ceci dit, je vous dirais, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Je laisse mon mari lire tous les contrats qui nous concernent ou qui tournent autour de nos activités, mais c'est en même temps, à partir de ces contrats-là, ou sinon cette écriture juridique que j'ai appris, la précision et la concision. Parce que dans un contrat, on ne peut pas avoir une virgule de trop. Le point virgule et la virgule donnent des sens différents. Et donc, j'ai appris vraiment la précision en droit. Et surtout, oui, voilà, qu'il n'y a jamais un mot de trop. Et donc, un bon contrat, c'est quand on réussit à écumer et à enlever tout ce qui est inutile. En fait, il n'y a jamais d'adverbe dans un contrat. C'est pire que Hemingway. Et donc, quand je parle en anglais, je vous dirais que je deviens une avocate. Et c'est désagréable, quoi. Parce que je deviens la femme d'affaires qui négocie, qui s'assure que non. Et donc, à la maison, quand, avec mon mari, si je m'assure, si je commence à lui parler en anglais, et c'est involontaire, hein, c'est inconscient, je commence à dire un truc, une phrase, mais en anglais, oh, et c'est que ça va mal. On va devoir négocier et il y a une dispute qui s'en vient. Pas une dispute, mais voilà, une discussion. Parce que, ouais, parce que j'allais dire, on ne se dispute jamais. Ça n'arrive jamais. Parce qu'en fait, il ne parle pas, il s'en va. Et donc, je parle tout seul. D'ailleurs, il est très heureux. Vous n'imaginez pas comment il est heureux depuis que je suis auteur et que je suis invitée à parler au lecteur. Parce que comme ça, quand j'arrive à la maison, je n'ai pas besoin de lui parler. Il est content. Et normalement, quand... je vais au marché, je reviens et j'ai une histoire. Mais il y a toujours des histoires partout. Je suis revenue comme ça et j'ai dit « Ah, tu sais pas ce qui est arrivé au marché? » Elle dit 5 phrases. Tu dois me résumer ça en 5 phrases. Ou sinon, je parle et je dis « Ok, maintenant, on fait une pause et on continue demain. » Donc, je comprendrais vraiment si vous voulez que j'arrête. D'ailleurs, on peut allumer la lumière dans la salle. J'aime bien vous voir. Il n'y a pas de raison à ce que vous soyez dans le noir. S'il y a une lumière dans la salle, oui, merci. De voir que vous êtes vrai, que vous n'êtes pas en hologramme, de un. Mais je me suis mise à la
porte pour vraiment voir que vous étiez des vraies personnes. Je reviens de la Suède et je suis rentrée dans la salle. Je ne savais pas comment. Enfin, c'était une ville, c'était même pas Stockholm, c'était Umeå qui disait. C'est U-M-E-A avec un rond. Non? Je me suis tellement pratiquée pour pouvoir dire Umeå. Parce que c'est pas ou, c'est pas A, c'est quelque chose entre les deux. Et je suis sortie comme ça sur scène. Je sais pas, je pose jamais de questions. On m'envoie là quand je suis en tournée, je suis comme un enfant. Je fais juste suivre la personne devant moi. Et puis j'arrive dans un endroit et puis on me place et donc je suis arrivée comme ça et on m'a ouvert les rideaux parce que j'arrivais des coulisses et il y avait 800 personnes. Vous imaginez? J'espère que vous n'avez pas payé pour venir ce soir. Est-ce que vous avez payé pour venir ce soir? Non. C'est très bien ça. Mais eux, les Suédois, ils avaient payé pour venir me voir. J'ai dit, mais vous n'aviez pas besoin de faire ça, je peux le faire dans le parking. Mais donc là, je dérape complètement là. Il faut que je retourne à la langue française. Et donc, la langue française est tellement importante pour moi parce que c'est vraiment... Donc, dans la salle, si jamais il y a des histoires que je raconte, que je radote, que je répète, que vous connaissez déjà, vous pouvez me couper quand vous voulez et vous pouvez me poser des questions de quand vous voulez parce que je sais que parfois, j'oublie de terminer les histoires. Donc, vous m'arrêtez et puis j'y vais. Et comme mon fils fait souvent, quand je me répète, il fait ça. Ça veut dire ça fait 2 fois, 3 fois. Et donc, vous avez juste à faire ça. Et je vais arrêter puis je change d'histoire parce que j'en ai plein. La difficulté, c'est comment faire pour tout vous raconter en une soirée. Donc, pour pouvoir bien comprendre je crois, ma relation avec la langue, je vous raconte un peu mon arrivée au Québec. Et c'est vraiment le moment déterminant pour cette langue-là, pour moi. Et donc, certains d'entre vous, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça 1000 fois. Et je ne me tanne pas, et ça c'est tellement québécois de le dire comme ça, mais je ne me tanne pas de le répéter, de la répéter, de la raconter de nouveau, parce que chaque fois je revis ce moment-là, et c'est un moment comment on dit ça? En anglais, c'est bliss. It's a bliss. C'est une bénédiction pour moi dans la vie. Et donc, on est arrivé du camp de réfugiés en Malaisie. On avait vécu 4 mois et demi environ. Donc, on avait beaucoup de chance parce qu'il y en a, vous savez, qui peuvent vivre dans un camp pendant... celui que j'ai rencontré le plus longtemps, c'était 12 ans. De 20 ans à 32 ans, il était dans un camp de réfugiés. Et tout récemment... là, je dérape encore, mais je vais revenir. J'étais à une exposition de Louis Boudreau. Si jamais vous avez le temps d'aller sur Internet le regarder, et si vous passez à Montréal d'ici lundi, je vous invite vraiment d'aller voir l'exposition dans le hall, dans le lobby du building québécois. C'est gratuit et c'est magnifique. Donc, il brode des phrases, en fait. Et une des phrases qui avait vraiment la largeur de cette scène, c'était une phrase de Gaston Miron qui dit « Je n'ai jamais voyagé dans un autre pays que toi, mon pays ». Et j'étais là à commencer à regarder l'exposition et il y a une femme qui m'a accrochée et qui a dit « Ah, madame, tu sais, j'ai lu vos livres. » Bon, on commence à parler un peu. Et j'ai vu qu'elle était asiatique. Donc, j'ai dit « Est-ce que vous êtes vietnamienne? » Elle dit « Oui. » Et donc, j'ai posé les questions classiques. Vous savez, à quel âge vous êtes arrivée ici? Comment vous êtes arrivée ici? Dans quel camp? Et tout ça. Et elle m'a raconté qu'elle a quitté le Vietnam la première fois à 9 ans avec sa mère. Et ils ont été rattrapés par la police vietnamienne. Donc, elles ont été emprisonnées pendant 1 mois dans une prison, sont retournées à la maison, elles ont recommencé, elles ont été rattrapées comme ça pendant jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, de 9 ans à 17 ans, elles sortaient et rentraient de prison pour pouvoir essayer de s'en aller. Et finalement, à 17 ans, elle a réussi à quitter. Et je lui dis, alors, dans quel camp que tu t'es retrouvée? Et elle a dit, en Thaïlande. Et pour
tous les Vietnamiens, je crois, qui ont quitté à cette époque-là, on savait très bien que c'était la route la plus dangereuse parce qu'il y avait beaucoup de pirates en mer. Évidemment, les pirates étaient là pour voler ce qu'on apportait avec nous. On n'avait pas de valise comme telle parce que mon bateau personnel, c'était avec ma famille, c'était 10 mètres de long et on était 218 personnes. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas de valise. On avait seulement le linge qu'on avait sur le dos, c'est-à-dire 3 couches de vêtements, 3 paires de pantalons, 3 chemises. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais tous les hommes de ma famille portaient aussi un costume de bain. Ils pensaient que s'ils tombaient dans l'eau, ce serait mieux d'avoir un costume de bain. Vous voyez, c'est quand même bête, hein? Quand on part comme ça, on prend des décisions complètement illogiques. Donc, ils avaient tous un costume de bain en dessous de leurs 3 paires de pantalons. Et quand on est arrivé au camp, on a tous ri, quoi, parce qu'on a regardé tous les hommes, et ils avaient tous un costume de bain. C'est ça, un maillot, hein, qu'on dit en France et de France. Mais voilà, en bon québécois, un costume de bain. Et donc, les vols, je vous dirais, c'était les vols des biens, de l'or ou de l'argent ou des diamants qu'on apportait avec nous. Et les diamants, ben, il fallait qu'on le cache parce qu'on savait qu'on allait rencontrer des pirates. Et les façons les plus classiques, c'était de les incruster dans les dents, dans les molaires. Vous voyez, on les creusait et puis on les incrustait à l'intérieur, on recouvrait, mais assez rapidement, les pirates savaient que c'était dans les dents, donc ils les arrachaient. Et ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a caché elle a trouvé de la pâte pour faire les gencives. Vous voyez, pour les dentiers, et elle a inséré des diamants à l'intérieur pour en faire un bracelet. Et c'est ça que j'avais. Donc, pour n'importe qui, c'était juste un petit bracelet de petite fille de plastique rose, mal modelé même, mais à l'intérieur, il y avait tous ces diamants-là. Et puis pour mes frères, elle avait cousu une chemise en jeans pour que ce soit épais, pour qu'elle puisse cacher les diamants dans le pied du col. Vous voyez, pour que quand on touche, on ne sent pas du tout les diamants. Et donc, sur les enfants, on avait tous ces diamants-là. Elle ne voulait pas du tout qu'on touche à nos dents parce qu'on était encore trop petits. Et puis, pour les dollars américains, ce qu'on faisait très souvent, c'est on les roulait très serrés et on les avalait. Et les dollars américains survivaient la digestion, pas l'indigestion. Non, ça donne pas l'indigestion. Mais ça survivait vraiment l'acidité de l'estomac. Donc, juste pour vous dire comment ils sont bien faits, les dollars américains. Donc, très souvent, on prenait des billets de 100 dollars. Parce qu'on ne peut pas avaler beaucoup de billets, donc le plus possible des billets de 100 dollars. Donc, les billets de 100 dollars à l'époque au Vietnam coûtaient très cher parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Mais je pense que les billets canadiens aujourd'hui, on pourrait les avaler. Et ça fonctionnerait parce que c'est en polymère. J'ai pas essayé, hein, je pourrais pas vous dire si ça fonctionne ou pas, mais c'est ça, on pouvait vraiment retrouver les billets américains à l'autre bout intacts. Et on continue à l'utiliser. Et pour les enfants, parfois, on les cachait directement dans l'anus en le poussant à l'intérieur. Et puis, j'ai rencontré une amie de ma mère qui est venue manger dernièrement et elle a dit que quand elle a vu des pirates, elle a avalé les 2 boucles d'oreilles de diamants qu'elle avait. Et elle a pu retrouver un des 2 diamants. Et ça fait 40 ans qu'elle cherche encore l'autre diamant. Et là, je lui ai dit, non, mais attends, va te faire scanner. Peut-être c'est coincé dans un des détours, vous voyez, là-dedans. Et puis le diamant et l'or, ben, ça ne s'infecte pas. Ben, je pense qu'on peut, comment dire, supporter ces corps étrangers. Donc, je ne sais pas si elle est allée scanner, mais je lui ai promis que je vais appeler un médecin que je connais pour qu'elle puisse aller passer une petite radio. Vous imaginez, elle va se faire opérer pour enlever un diamant de son intestin, mais ce serait une histoire mais magnifique à raconter. Et donc il y a ça. Évidemment,
pour pouvoir voler, parce que très souvent, les pirates, c'était des pirates de 3 ou de 5, 7 pirates par bateau, et ils devaient imposer leur autorité rapidement sur un bateau je sais pas, 20, 50, 100, 200 comme nous, de Vietnamiens. Donc, comment faire pour imposer son autorité? Ils n'avaient pas beaucoup d'armes, hein, c'était surtout des machettes et tout ça. Et donc, l'arme la plus efficace et la plus rapide, c'est le viol. Donc, ils séparaient les femmes des hommes, et puis, voilà, ils volaient. Ceux qui protestaient au départ étaient jetés par-dessus bord, et puis, la méthode, c'était toujours de violer les femmes devant les hommes, parce que ça figeait tout le monde en même temps. Là, si je vous raconte ça, on dérape complètement de la langue française, les histoires de... Mais cette femme... donc, elle me parlait comme ça, elle dit oui, elle a pris la route thaïlandaise, pas parce qu'elle voulait, mais parce que le courant, le vent, l'eau et tout ça les ont emmenés sur cette route-là, puis elle s'est retrouvée en Thaïlande. Et j'ai rien dit, j'ai juste regardé, j'ai dit... Et là, elle dit oui, je sais, mais elle dit elle avait la chance d'avoir ses règles pendant quand elle a rencontré les pirates. Mais elle dit que son amie, qui était très jolie, apparemment, elle a été violée à plusieurs reprises, et son visage était complètement cassé quand elle est arrivée au camp. Donc, tous les os du visage étaient cassés. Et puis là, elle a commencé à pleurer. On était comme ça dans le hall... d'un building, vous voyez, et elle m'a dit, mais dans le camp, elle n'a pas réussi à s'en échapper, elle a été violée dans le camp. Mais elle a réussi à arriver ici au Canada, et imaginez, à 20 ans, elle est retournée, elle a commencé par travailler comme ouvrière dans les manufactures, et elle allait à l'école la nuit, le soir, et elle a réussi a terminé son diplôme. Elle a travaillé pour Bombardier en informatique pendant 10 ans, et maintenant elle travaille pour Québécois depuis 10 ans. Donc c'est vraiment tellement une belle histoire, une belle fin, je vous dirais, grâce à ce pays qui l'a réparé en fait. Et c'est drôle parce qu'on était, comme je vous ai dit, à côté de ce grand tableau. Et elle m'a dit comme ça spontanément, et je me demande si ce tableau-là ne l'a pas influencée, parce qu'elle a dit, tu sais, mon pays, c'est ici maintenant. Elle n'est jamais retournée au Vietnam, parce que pour elle, ça ramenait trop de souvenirs de tous ces temps en prison. Et j'ai appelé l'artiste, j'ai écrit en fait, et après, il m'a donné son numéro, donc j'ai pu l'appeler, et je lui ai dit que c'était vraiment, je crois que c'était grâce à lui qu'elle a pu me confier cette histoire qu'elle n'avait jamais racontée à personne d'autre, parce qu'elle disait que apparemment que mon livre a réussi à raconter son histoire, alors que je ne connaissais pas. Bon, enfin, c'est le plus grand compliment que je pouvais recevoir d'une lectrice vietnamienne, je vous dirais. Et j'ai dit à Louis Boudreau, l'artiste, j'ai dit, tu sais, si elle et moi, on se retrouvait au supermarché entre le ketchup et les céréales, je suis pas sûre qu'elle m'aurait partagé cette histoire. Mais là, parce qu'on était devant ce grand tableau avec cette phrase de Miron, on a été... il y a eu un moment entre nous. Et le français est devenu la langue de communication entre elle et moi. Et cette langue qui n'est pas notre langue maternelle commune est devenue notre deuxième langue maternelle commune, qui nous a permis de se parler. C'est fou de dire. Donc la langue française, c'est ça. Mais personnellement, moi, quand je suis arrivée au Québec, est-ce qu'on connaît... Moi, personnellement, je ne savais pas où était le Canada, ni le Québec, ni Granby. Et encore moins Granby, d'ailleurs. Et mes parents peut-être savaient où était le Canada, mais quand on a été accepté par le Canada, et c'était vraiment
une chance, parce que chaque pays qui passait dans les camps avait des critères différents pour accepter les réfugiés. Et il y avait des camps de réfugiés partout dans les pays voisins du Vietnam, donc en Indonésie, aux Philippines, à Hong Kong, ceux qui partaient vers le nord, la Malaisie, la Thaïlande, voilà. Et puis les pays qui acceptaient ou qui voulaient sélectionner des réfugiés, ils passaient d'un camp à l'autre. Ils faisaient la rotation comme ça et ils sont passés. Quand on est arrivé au camp, nous, en Malaisie, le premier pays qui est passé, c'était le Canada. Et mon père s'est porté bénévole comme interprète. Donc, il a passé la journée avec les 3 agents, 2 du Canada anglais et 1 du Québec qui étaient là à passer à travers les dossiers. Et comme je vous disais, chaque pays avait ses propres critères. Les États-Unis, c'était pour des gens qui étaient des politiciens. Ou qui avaient des liens politiques avec les États-Unis ou avec le sud du Vietnam, ou avaient travaillé ou étudié aux États-Unis, donc avoir un lien quelconque avec les États-Unis, ou sinon, tous ceux qui n'étaient pas acceptés par aucun autre pays. Donc, ils ont passé plusieurs années dans les camps, ils sont passés par tous les pays et personne ne les a acceptés. Les États-Unis les ramassaient, les recevaient. La Suède avait un autre critère parce que pour eux, c'était complètement humanitaire. Donc, ils n'acceptaient que les familles avec une personne qui a un handicap. Et donc, sur notre bateau, il y avait un des passagers qui avait caché le diamant dans sa dent, mais parce que nous, on n'a pas du tout rencontré de pirates. Alors, on faisait partie de ces rares chanceux, je vous dirais, qui ont passé à travers la mer sans avoir rencontré de pirates. Et sa dent s'est infectée parce que c'était mal fait. Et là, il ne pouvait plus parler. Il parlait comme ça. Et mon père pensait qu'il avait un handicap. Donc, on m'a dit, tu devrais faire la demande auprès de la Suède parce que tu es handicapé. Et donc, il est allé faire la demande en Suède, mais là, bon, avec les examens médicaux et tout ça, on a réalisé qu'il n'était pas du tout handicapé. Avec quelques antibiotiques, c'était fini. Et donc, il n'est pas parti en Suède. Et nous, à la fin de la journée avec les agents, et ça, mon père me l'a raconté pendant 40 ans, 35 ans, voilà, les 3 commençaient déjà à ramasser leurs papiers et tout ça pour partir. Et puis le Québécois, l'agent du Québec, disait aux 2 autres, on devrait donner une place à l'interprète. Exceptionnellement, même s'il n'avait pas de parrainage, parce que le critère, à notre époque, il fallait avoir quelqu'un qui nous parrainait, soit une église, un organisme, la famille, mais il fallait quelqu'un. Et nous, on n'avait personne. Et l'agent a dit, ouais, on devrait quand même donner une place à l'interprète. Et c'est comme ça qu'on a été accepté au Canada et au Québec, plus spécifiquement. Et donc, pendant 35 ans, ça, c'était l'histoire officielle de cet agent qu'on ne connaissait pas, qui nous a donné cette chance au Québec. Et donc, mon père, chaque année, plusieurs fois, même par année, il répétait, mon Dieu, comment on était chanceux d'avoir cette personne à la dernière minute, de décider de nous donner ce choix. Et dans le camp, je me souviens, mon père qui disait à ma mère, bon voilà, on est accepté au Canada. Et ma mère, elle dit, oui, mais comment on va manger au Canada? Parce que la seule image vraiment qu'on avait du Canada, c'était un igloo. Vous voyez, il n'y avait pas d'Internet, donc dans les livres,